Aux origines de l'espèce, les chevaux naissaient en liberté. En s'inspirant du comportement de leur propre mère, ils apprenaient à se protéger de toutes les situations auxquelles ils étaient confrontés durant les premiers mois de leur vie. Après s'être émancipés des étalons dominants de la harde, ils rejoignaient des groupes de taille moyenne et se protégeaient mutuellement. Pendant que certains mangeaient la tête baissée, d'autres, au contraire, ne baissaient jamais le regard. La vie les faisait côtoyer une grande diversité d'espèces animales, aussi bien des proies que des prédateurs. Ils apprenaient ainsi instinctivement que les animaux aux yeux frontaux étaient des prédateurs et qu'ils devaient donc se méfier d'eux. Nous appelons distance de fuite l'espace qu'un cheval préserve face à ce qu'il considère comme un danger, et ce, afin de pouvoir s'échapper. Plus la harde est sauvage, plus la distance de fuite sera importante face à l'inconnu. Avec la domestication, de nombreux poulains ont commencé à se familiariser à l'homme, et ce, dès leur naissance. Des juments apaisées et confiantes dans l'homme donnent naissance à des poulains qui, en grandissant, voient en l'homme un être qui leur veut du bien, les nourrit, les emmène se promener, les caresse et leur donne de l'eau. Ils n'éprouveront jamais la peur s'ils sont bien traités. Mais la plupart des poulains voient aujourd'hui le jour dans des systèmes extensifs où l'on répète les enseignements de la jument envers son poulain. Lorsque ces poulains sont domestiqués pour être au service de l'homme, leur instinct naturel fait ressurgir en eux la crainte. L'homme représente alors le prédateur qu'ils ont toujours appris à fuir. Ils devront alors l'accepter et apprendre à avoir confiance en lui. Mais il s'agit d'un processus difficile, car si certains poulains sont domestiqués selon des méthodes douces, nombreux sont ceux qui sont maltraités et soumis. Ils seront marqués à jamais par cette première expérience, durant laquelle ils devront se laisser toucher par l'homme et accepter de voir se réduire leur espace vital. Et il est probable qu'à partir de ce moment-là, ils augmentent leur distance de fuite dans leur rapport avec l'homme. Cette fameuse distance est directement proportionnelle à l'agressivité du traitement reçu. Mais elle sera négligeable s'il existe un rapport de confiance et si le cheval est traité correctement. Chaque animal est par nature indépendant et fixe sa propre distance de fuite, y compris à l'intérieur d'une harde relativement unie. Les individus qui auront été maltraités se tiendront à distance, méfiants, tandis que ceux qui auront été bien traités se laisseront même approcher et toucher par l'homme. Lorsqu'un cheval a face à lui un cheval inconnu de petite taille, la distance de fuite sera moins importante que celle face à un cheval de grande taille. Cela s'explique par la probabilité qu'il a de pouvoir s'échapper au regard de ses propres dimensions et de celles du cheval en question. C'est la raison pour laquelle de nombreux chevaux osent même s'approcher de nous et nous flairer si nous faisons preuve de calme et que nous nous agenouillons à terre. En effet, de cette manière, ils nous perçoivent comme un individu de petite taille qui ne peut pas être dangereux. S'ils ont été maltraités et qu'ils reconnaissent en nous des hommes, ils maintiendront une distance qui leur permettra de se sentir en sécurité, afin de ne pas avoir à vivre une nouvelle fois une douloureuse expérience. Ce sont là de simples systèmes d'apprentissage et de défense. Lorsque l'on se retrouve face à un cheval, on peut lire dans ses yeux l'histoire de son traitement. Si l'on remarque qu'il exprime de la méfiance, de la crainte et de l'incertitude, il faut se dire que nous devons lui faire oublier tout ce que les hommes lui ont fait subir jusqu'à ce jour. S'ils appartiennent à un groupe permanent d'individus, ils fixent entre eux deux espaces distincts. Le premier espace est un cercle de 360 degrés tout autour de la harde, qui crée une distance minimale à l'intérieur de laquelle tous les individus se sentent en sécurité. Il est rare que des individus d'un même groupe s'éloignent de cet espace de plus de 50 mètres. L'autre espace est celui qui caractérise un rapport particulier,
comparable à de l'amitié ou de l'amour. Dans un rayon de 2 mètres autour de leur propre corps, les chevaux en question ne laisseront s'approcher que les individus avec lesquels s'est établie une certaine affinité. Ils se grattent et se tiennent mutuellement compagnie, sans pour autant laisser les autres s'approcher, mais demeurent cependant des membres du groupe à part entière, qu'ils protègent et qui les protège. C'est pour cette même raison qu'au début, ils empêchent l'homme de trop s'approcher et de les toucher, jusqu'au moment où ils comprennent qu'il est avec eux et qu'il ne leur veut aucun mal, ce que de nombreux chevaux ressentent durant toute leur vie. La couleur de la robe du cheval est l'un des paramètres de classification les plus répandus. La robe alezane est l'une des plus fréquentes et on la retrouve chez la plupart des races. Le pelage est composé de poils dans des tons fauves, en passant par toutes les nuances de roux à brun. Cette robe est caractérisée par le fait que les crins et les extrémités sont de la même teinte, ou presque, que la robe. Il existe diverses variétés de robes alezane, comme l'alezan pur ou standard, qui présente une teinte de couleur orange. L'alezan cerise, qui tend vers un rouge presque acajou, et l'alezan crin lavé, qui se présente comme un alezan pur sur le corps, mais dont la crinière et la queue sont blondes, pouvant parfois être presque blanches. On a assisté pendant longtemps parmi les éleveurs du pur race espagnole à un débat animé sur le maintien ou l'exclusion de la robe alezane, car d'aucuns pensaient que la teinte fauve était la marque des chevaux d'un naturel colérique et au caractère imprévisible. Cela consistait à éliminer 9% des individus inscrits à l'époque, comme ce fut le cas en 1970. Parmi les autres raisons de cette exclusion, il y avait l'argument de la possible ressemblance avec les autres races, chez lesquelles la robe alezane est très répandue, comme l'arabe ou le breton, dont on voulait limiter l'influence. 32 ans après, une vive polémique a vu le jour à propos de la réintégration de cette robe dans le standard de la race, car des chevaux alezans continuaient de naître. C'est ainsi que le 23 octobre 2002, les pures races espagnoles alezans furent de nouveau acceptées. Chez le cheval, comme chez les autres mammifères, la couleur du pelage est transmise par les parents, comme d'autres traits d'ailleurs. Mais il arrive parfois qu'un poulain ne ressemble ni à sa mère, ni à son père. Cela est dû au fait que ces derniers sont peut-être porteurs de gènes hérités de leurs propres parents, mais qui ne sont pas visibles. Génétiquement, on parle de génotype et de phénotype. On désigne par génotype les caractères du patrimoine génétique d'un individu, tandis que le phénotype est l'ensemble des caractères observables de ce même individu. C'est ainsi qu'un cheval peut transmettre à sa progéniture un caractère qu'il ne possède apparemment pas, mais qui en réalité est inscrit dans son patrimoine génétique. On dit de certaines robes qu'elles sont génétiquement dominantes, car elles prévalent sur les autres dans la majorité des cas, masquant même sur plusieurs générations les effets de gènes définis comme faibles, qui forment pourtant le bagage génétique de l'individu. Ces gènes qui demeurent masqués sont dits récessifs. Lorsqu'on ne distingue dans la couleur d'une robe aucune trace de couleur noire mélangée à des poils de ton fauve, ni sur le corps, ni sur la queue ou les membres, le cheval peut alors être défini comme alezan. L'alezan est une robe récessive, c'est pourquoi il est difficile de l'obtenir dans une race où la majorité des individus sont d'une autre couleur. C'est l'apparition progressive de poils blancs parmi les poils colorés qui caractérise ce que l'on appelle le grisonnement d'un cheval.
De nombreux chevaux gris ou gris pommelé, définis comme tels, naissent alezans et changent progressivement de teinte avec le temps. Il y aura dans ce cas deux phénomènes génétiques à analyser. La teinte alezan qui se manifeste à la naissance et le blanchiment progressif du cheval qui le fait devenir gris. Au-delà des croyances et des polémiques qui ont marqué l'histoire des races équines, la seule certitude que l'on ait, c'est que la robe alezane n'est en rien la marque d'un cheval colérique. Pour de nombreux spécialistes, en effet, il s'agit de l'une des plus belles robes qui existent. Il existe de multiples races de chevaux à travers le monde. Ceux qui ne connaissent pas leurs caractéristiques seraient surpris par les différences considérables qui distinguent les races entre elles. Des contrastes de qualité et de capacité physique, mais également de personnalité qui fait du cheval un animal extraordinaire. Dans cette encyclopédie, nous ferons plus ample connaissance avec les races les plus importantes, qui sont à la fois les plus appréciées des éleveurs et les plus répandues dans le monde. Dans ce chapitre, nous allons parler du cheval criollo. Les criollos sont les descendants directs des chevaux espagnols importés en Amérique lors de la conquête du Nouveau Monde. Le criollo s'est reproduit et a grandi en liberté en s'adaptant aux plaines locales, tout en modifiant sa taille et sa couleur afin de survivre du mieux possible. La sélection naturelle a permis que les individus les plus résistants et les plus forts parviennent à se reproduire. Ce sont donc les individus qui avaient le plus d'énergie qui conquéraient les juments car ils s'étaient mieux adaptés à l'alimentation. Quant aux individus plus calmes, ils dépensaient moins d'énergie au cours de la journée et se trouvaient donc dans les meilleures dispositions lorsqu'ils devaient affronter un ennemi. Les plus résistants et ceux qui possédaient des anticorps pour combattre les maladies survivaient aux épidémies et transmettaient par la suite leur capacité à leur progéniture. Les juments les plus saines poulinaient plus souvent, au contraire des plus faibles. Le nombre d'individus forts et en bonne santé augmentait, tandis que les autres disparaissaient. Cette race s'est donc créée tout naturellement, sans aucune intervention humaine. Ce cheval s'est multiplié en Amérique du Sud pendant près de 400 ans. Ce n'est pas le cheval le plus rapide, mais sa vitesse lui suffit pour rattraper les veaux les plus véloces. Ce n'est pas non plus le cheval le plus puissant, mais sa force lui permet de transporter sans difficulté sur son dos une personne de 120 kg en train d'attraper au lasso un animal qui tente de s'échapper. Ce n'est pas le plus grand par la taille, mais c'est justement la raison pour laquelle il est capable de survivre dans des conditions difficiles, avec peu de nourriture. Ce n'est peut-être pas non plus le plus beau des chevaux, mais il préfère l'humilité et la réussite à l'exubérance et à l'échec. Son caractère doux et sa tranquillité en font un compagnon idéal pour les enfants. Mais sous les ordres d'un bon cavalier, il est aussi capable de s'adapter pour démontrer qu'il peut être à la hauteur des autres chevaux. Le criollo est médioligne et sa morphologie est harmonieuse. Elle répond à tous les besoins d'un cheval de selle. Très musculeux, le criollo est de constitution robuste, avec un centre de gravité assez bas. Ses mouvements sont souples et rapides. Cette race se caractérise par sa rusticité, sa longévité, sa fertilité, sa résistance, son courage et sa faculté de récupération, ainsi que sa prédisposition à travailler avec le bétail. Sa taille doit se situer entre 1,40 m et 1,52 m. Cela le place dans la catégorie universelle des poneys ou chevaux de petite taille. Les juments peuvent-elles mesurer 2 cm de moins que les mâles? À de très rares exceptions,
Les éleveurs autorisent et acceptent que les individus dépassent de 2 cm les limites maximales et minimales autorisées. La hauteur au garrot idéale se situe donc autour d'1,44 m. Le périmètre thoracique idéal pour les mâles doit être d'1,77 m ou 78 m, mais on veillera à ce qu'il soit plus grand chez les juments car elles doivent porter le poulain. Le périmètre thoracique de la jument doit être supérieur en moyenne de 2 cm à celui du mâle. La circonférence du canon devra mesurer entre 19 et 20 cm chez les mâles, 1 cm de moins chez les juments. Ainsi, leur structure, dotée de solides appuis, supportera sans difficulté la puissance à laquelle elle sera soumise. À la seule exception du Pie Tobiano, toutes les couleurs de robe sont acceptées. Mais les éleveurs refusent parfois celles avec une forte tendance à la dépigmentation ou à l'albinisme, même si cette caractéristique demeure très présente et contribue à la grande variété de couleurs des criolos. La tête devra de préférence avoir un profil rectiligne, voire convexe. Ce profil se retrouve très fréquemment, car il s'agit justement là d'une réminiscence de son origine andalouse. Les profils concaves ne sont pas admis. D'autre part, la tête doit être courte et légère, large à la base et étroite au sommet. Le front, lui, doit être large. Les joues doivent être proéminentes et bien détachées. Les yeux sont vifs et expressifs, les oreilles petites et pointues. Les naseaux sont larges et dilatés. La tête doit refléter la pureté de la race, son caractère, et permettre de distinguer naturellement les mâles des juments. On privilégiera des crinières et des queues avec des crins abondants, dans l'espoir qu'ils protègent bien le cheval en liberté ou à l'état sauvage. La balzane est la tache de poil qui recouvre le bas des jambes chez les chevaux. Elle doit être relativement petite et se trouver à l'arrière du boulet, c'est-à-dire dans la zone qui se trouve juste au-dessus du sabot. Cette zone ne doit pas avoir trop de poils car cela serait la marque d'un cheval lourd. Chez les chevaux criolos, l'encolure doit être suffisamment longue, souple et musclée dans son attache avec la tête. Elle doit être convexe dans la partie supérieure et rectiligne dans la face inférieure. Son attache avec le corps se fera presque à angle droit avec les omoplates. Le garrot, situé à la jonction du cou et du dos, doit être galbé et musclé, long et assez peu détaché. On ne privilégiera pas les garrots trop proéminents. Le dos doit être de longueur moyenne, puissant, large et avec la musculature tournée vers l'arrière-main, en harmonie avec le garrot et les reins, avec lesquels il formera une ligne supérieure gracieuse. Les reins seront de préférence courts, larges et puissants, bien attachés au dos et à la croupe, pour former un ensemble harmonieux. La croupe doit être de bonne longueur et musclée, de largeur moyenne et légèrement inclinée. Vue de l'arrière, elle doit être arrondie, sans proéminence osseuse, ni défaut visible. La queue doit être bien attachée et prolonger délicatement la ligne supérieure de la croupe avec une attache basse de préférence. Le poitrail doit être large, musclé et bien incliné. Les côtes seront bien arquées du garrot jusqu'au passage de sangle. Vues de face, elles auront une forme ovale et seront proches du sol. Les épaules seront longues, inclinées et bien musclées. Les bras sont parallèles au plan médian du corps, avec une bonne longueur, une inclinaison et une musculature bien proportionnées. Les coudes sont bien séparés du thorax, l'avant-bras est bien d'aplomb, long, assez large et musclé. Les genoux sont proches du sol, larges, assez longs, nets et bien axés. Les cuisses sont bien découpées et musclées, les fesses longues et courbées. Dans le cas de la race criollo, on recherchera des jambes solides et bien musclées. Les articulations inférieures doivent être résistantes et bien développées. Les sabots relativement petits mais bien faits et résistants, avec des talons assez hauts. Les chevaux criollos sont essentiellement des chevaux de travail, mais ils savent parfaitement s'adapter
et devenir de parfaits compagnons de promenade et de cours pour les enfants. Ils peuvent travailler dans l'hippothérapie et même se transformer en chevaux de trait. Comme nous l'avons vu précédemment, le cheval criollo est le descendant du cheval espagnol ou andalou du XVIe siècle, qui avait lui-même une forte influence barbe et qui était considéré comme le meilleur cheval d'Europe. Il fut emmené en Amérique du Sud et remis en liberté pour diverses raisons. C'est ainsi que 4 siècles de sélection naturelle ont doté le cheval criollo de capacités assez exceptionnelles de rusticité, de résistance et d'adaptation à un environnement naturel hostile. Le concours combiné d'attelage est une compétition argentine qui comprend 3 épreuves distinctes. Le dressage, le marathon et la maniabilité. Le bien-être du cheval passe avant tout dans ces épreuves. Les chevaux qui ne sont pas en condition de commencer ou de continuer une épreuve seront disqualifiés sur décision d'une commission vétérinaire. Dans toutes les catégories qui varient selon l'attelage, les chevaux engagés doivent être âgés d'au moins 5 ans et d'au moins 6 ans pour les championnats. Les juments ne peuvent pas participer si elles ont dépassé leur 4e mois de grossesse ou encore si elles allaitent leur poulain. Les concurrents peuvent utiliser tout type d'attelage. Les voitures doivent être équipées de bandages métalliques ou de caoutchouc plein. Le non-respect de ces règles entraîne une disqualification. Les guides auxiliaires, y compris des rênes spéciales, ne sont pas autorisés. Les anneaux, les courroies ou d'autres éléments de harnachement, comme la martingale, permettant de soulever ou d'abaisser les rênes ou l'embouchure, ne sont pas autorisés. Les fers perdus, abîmés, tordus peuvent être remplacés pendant l'épreuve, à condition que cela ne gêne pas les autres concurrents. Le temps perdu ne pourra être récupéré. On effectue une visite préventive sur chaque cheval avant le début de l'épreuve, visite à laquelle le cheval doit se présenter avec son licol ou son embouchure. On détermine l'état physique du cheval en mesurant sa fréquence cardiaque et sa fréquence respiratoire, et en prenant sa température conformément aux règlements vétérinaires. Les chevaux blessés ou épuisés seront éliminés. Les bandes de protection, les protège-canons et les guêtres sont autorisés, mais doivent être enlevés à la demande de l'un des membres de la commission vétérinaire. La cruauté envers les animaux est sévèrement punie. On entend par cruauté une sollicitation excessive envers un cheval exténué, un usage abusif de la cravache, une sévérité intolérable, un mors trop serré, mal ajusté, cassé ou tordu. Mais aussi tout défaut sur une voiture susceptible d'être dangereux pour le cheval ou tout autre acte qui, selon le jury, s'apparente clairement et sans équivoque à un acte de cruauté. L'objectif de la reprise de dressage est de juger la liberté et la régularité des allures, l'harmonie, l'impulsion, la souplesse, la légèreté et la liberté du mouvement des chevaux. Les concurrents seront aussi jugés sur leur style, leur précision et la maîtrise générale de leurs chevaux, ainsi que sur leur tenue, l'état du harnais et de la voiture, la présentation de l'attelage et la perfection de l'exécution. La carrière de dressage doit mesurer 100 mètres par 40 mètres. Les figures d'une reprise de dressage sont les suivantes. La parade, où le cheval doit rester immobile avec le poids bien réparti entre les postérieurs et les antérieurs. Le pas moyen, qui doit être franc, régulier, avec une amplitude moyenne. Le trot de travail, le trot rassemblé et le trot allongé. Ils doivent être actifs, réguliers et portés en avant avec le cheval restant dans la main,
dans un bon équilibre, respectant l'exigence des temps de chacune de ses allures. Le galop de travail. Le cheval doit se porter en avant avec des foulées égales et cadencées. Le reculé. Ici, le cheval doit se déplacer en arrière, tout en restant en ligne. Les membres doivent se lever et se poser par paires diagonales, sans se croiser, et les pieds doivent se lever nettement. L'épaule en dedans est une autre figure, dans laquelle le cheval se déplace latéralement en regardant vers le côté opposé au déplacement. Chaque figure est notée de 0 pour les figures non exécutées à 10 pour les figures dont l'exécution est excellente, et ce tout en tenant compte de l'allure du cavalier, de la précision de l'exécution et de l'harmonie du binôme cavalier-cheval. Le test de marathon a pour objectif de tester la faculté d'adaptation, l'endurance et la préparation physique des chevaux, ainsi que l'habileté, le sens du train et les qualités d'homme de cheval du meneur, le tout sur un parcours à obstacles. Les catégories sont définies en fonction du type de voiture, de sa largeur et de son poids. Tout type de harnachement est autorisé à condition qu'il soit sûr et en bon état. La distance cumulée de ce test ne doit pas excéder les 17 km. Dans les concours, on trouvera entre 6 et 8 obstacles. En championnat, les obstacles sont toujours au nombre de 8. L'épreuve comporte des haltes obligatoires. Pour s'assurer que les concurrents suivent bien le parcours imposé, celui-ci doit être balisé à l'aide de fanions rouges et blancs à l'endroit des passages obligatoires. Les concurrents doivent passer à gauche des fanions rouges et à droite des fanions blancs. Les obstacles peuvent être constitués d'éléments naturels, comme des arbres, des barrières de protection, des gués d'eau ou des murs, mais seront exclus les obstacles susceptibles de blesser le cheval. Ni les équipiers ni les meneurs ne sont autorisés à mettre les 2 pieds par terre, à moins que la voiture soit à l'arrêt. L'attelage est pénalisé de 10 points chaque fois que l'un des équipiers ou les deux mettent les 2 pieds par terre et de 20 points lorsque c'est le meneur. Si des éléments du harnais se cassent ou se détachent du véhicule, cela entraîne une pénalité, voire une élimination. Pour toute infraction, des points de pénalité sont appliqués. Par conséquent, sera déclaré vainqueur du marathon le concurrent totalisant le moins de points de pénalité. Le test de maniabilité a pour objectif de tester la prédisposition, l'obéissance et la flexibilité des chevaux après le marathon, ainsi que l'habileté et la compétitivité des meneurs. Le parcours mesure entre 500 et 800 mètres. Il est composé d'obstacles matérialisés par des cônes surmontés de balles qui devront être évités. Les obstacles doivent être placés de manière à ce que les meneurs puissent maintenir des allures relativement rapides pendant toute la durée du parcours. La distance entre les cônes variera en fonction des catégories de voitures. Le meneur est le seul à pouvoir utiliser les guides, le fouet ou le mors au passage de chaque obstacle. Le nombre maximum d'obstacles est de 20. Seront désignés vainqueurs les concurrents qui auront réalisé le parcours en un minimum de temps et en faisant tomber le moins de balles possible. Le concours combiné d'attelage attire de plus en plus de personnes ayant déjà concouru dans d'autres disciplines équestres et qui sont attirées par l'adrénaline du marathon, la dextérité du dressage et l'adresse du test de maniabilité. Des ingrédients qui font tout le charme de cette épreuve. Comme chez la plupart des animaux, le cheval présente une denture différente à chaque étape de sa croissance. Après une longue étude de ce processus d'éruption, on a établi un modèle de croissance que l'on retrouve chez toutes les races. Les chevaux ont des dents caduques, plus connues sous le nom de dents de lait, et des dents permanentes ou définitives. Les dents de lait sont très blanches, carrées et légèrement flexibles. Les dents permanentes sont elles de couleur jaunâtre, plus longues, triangulaires et totalement fixes.
La bouche d'un cheval se compose de la manière suivante, aussi bien dans la mâchoire inférieure, la mandibule, que supérieure, le maxillaire. Des pinces qui sont les deux incisives centrales de chaque mâchoire. Des mitoyennes qui se trouvent à côté des pinces. Des coins qui se trouvent derrière les mitoyennes. Des canines ou crochets qui se situent entre les coins et les prémolaires avec un espace de chaque côté. Des prémolaires et des molaires. Les prémolaires se trouvent devant les molaires. Les chevaux adultes mâles possèdent 40 dents, 20 sur chaque mâchoire. Les juments en ont généralement 36, car elles n'ont pas de crochet. Lorsqu'il naît, le poulain n'a que 2 incisives sur chaque mâchoire. Ses dents de lait apparaîtront en effet au fur et à mesure de sa croissance. À l'âge d'1 an, il compte 6 incisives temporaires sur chaque mâchoire, 4 molaires permanentes et 12 de lait. On pourra dire d'un cheval qu'il a 2 ans si l'on compte chez lui 4 incisives permanentes et 12 de lait, ainsi que 16 molaires permanentes et 4 molaires de lait. À 3 ans, il possède 8 incisives permanentes et 4 de lait. Chez les mâles, les canines inférieures peuvent commencer à apparaître à 3 ans et demi. Chez les juments, cela n'est pas le cas, car les canines sont trop petites ou absentes. À 5 ans, toutes les canines supérieures seront apparues chez le mâle, 4 au total. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 6 ans, ils ont toutes leurs dents définitives. C'est à cet âge que l'on peut apercevoir une tache noire dans la cavité des dents centrales inférieures, appelée germe de fève. À 7 ans, la ligne presque droite de la fermeture des dents commence à s'ouvrir en avant et l'on voit les premiers signes d'usure des pinces inférieures. Le signe de Galvène apparaît vers l'âge de 8 ans. Il s'agit d'une ligne noire sur l'extérieur des coins qui s'agrandit vers le bas chaque année. À ce moment-là, on constatera l'usure des mitoyennes inférieures grâce à l'étoile dentaire. L'étoile dentaire est une tache brunâtre qui résulte de l'usure de la table dentaire. Cette tache, d'abord ovale, s'arrondit ensuite de plus en plus. Vers 9 ans, le signe de Galvène s'agrandit toujours plus vers le bas. Les cornets dentaires, une petite cavité sur la superficie des incisives, sont ovales. La forme des incisives commence à devenir de plus en plus triangulaire. Les incisives centrales supérieures commencent à laisser apparaître l'étoile dentaire. À l'âge de 10 ans, l'étoile dentaire est désormais visible sur toutes les incisives supérieures et les inférieures sont particulièrement usées. Entre 11 et 15 ans, le signe de Galvène atteint la partie centrale de la dent et le cornet dentaire disparaît sur les incisives. Entre 16 et 20 ans, le signe de Galvène atteint l'extrémité de la dent. L'angle des dents tend à se projeter un peu plus vers l'avant. De 21 à 25 ans, le signe de Galvène se sera agrandi du centre des dents vers le bas. L'angle des dents est de plus en plus aigu et elles se déchaussent des gencives. Entre 26 et 30 ans, le signe de Galvène disparaît. Les incisives ont une forme quasiment ronde. L'âge du cheval est un facteur fondamental qu'il convient de bien maîtriser. Connaître l'âge d'un cheval permet à d'éventuels acheteurs de savoir combien d'années il a devant lui, ce qui peut peser dans leur décision. L'équitation, lorsqu'elle est pratiquée avec sérieux, ne comporte absolument aucun risque. Quoi qu'il en soit, ce sont ceux qui la pratiquent qui évaluent les risques auxquels ils s'exposent,
Lorsque d'aventure, ils essaient de réaliser avec leurs chevaux des exercices pour lesquels ils ne sont pas préparés. C'est pour cela, et en raison des nombreux accidents qui sont survenus dans la pratique de ce sport, qu'il est désormais obligatoire de porter un casque dans toutes les compétitions. Chaque école d'équitation qui se respecte doit obliger ses cavaliers à porter en permanence un casque lorsqu'ils montent. Il faut savoir aussi que les compagnies d'assurance qui accompagnent toutes les institutions hippiques précisent clairement que la police d'assurance ne s'applique pas dans les cas d'accident avec défaut de port du casque. Le jockey qui monte les chevaux de course porte un casque léger, orné d'une toque aux couleurs du propriétaire, pour lequel court le cheval et son cavalier. Ce casque est celui dont la visière est la plus petite. En effet, à la vitesse d'une course, une visière trop grande subirait l'énorme pression du vent et exercerait une résistance capable d'emporter le casque. Un cavalier engagé dans l'épreuve de fond ou cross d'un concours complet devra en revanche porter un casque pendant plusieurs heures. Dans ce cas, il est indispensable que le casque dispose d'une visière qui protège du soleil. Des casques de cross ont maintenant été conçus avec des ouvertures frontales, latérales et postérieures, permettant à l'air de pénétrer et de rafraîchir la tête du cavalier. Il est indéniable que ces ouvertures affaiblissent la structure du casque, mais à dire vrai, la vitesse et les risques encourus dans une épreuve de cross sont moindres que ceux d'une course. Le casque de polo est lui en revanche très différent. C'est un sport où le cavalier et son cheval atteignent de grandes vitesses et où le danger peut provenir d'autres éléments, comme la balle et le maillet. En raison de la forte probabilité de chute, le casque de polo est bien plus grand que les autres casques. Ces casques sont ainsi dotés d'une plus grande protection amortissante autour de la tête du cavalier. À l'arrière, ces casques descendent sur la nuque pour la recouvrir un peu plus qu'un casque classique et protéger ainsi au mieux cette partie du corps. Il se fixe avec 2 ou 3 lacets rattachés à une mentonnière, elle aussi renforcée avec de la mousse amortissante afin de limiter les secousses. En raison du danger représenté par la balle et le maillet, il n'est pas rare de voir certains joueurs porter un casque équipé d'une grille de protection du visage. Le casque de saut d'obstacle et de concours complet, approuvé par la Fédération équestre internationale, doit répondre aux normes de protection inscrites dans le règlement. On utilise normalement une bombe classique ou Wembley recouverte de velours noir avec 3 points d'attache et une mentonnière. Dans le cas du dressage, les cavaliers ne sont pratiquement exposés à aucun risque, car les mouvements du cheval sont rythmés et gracieux. Il est donc d'usage de porter un chapeau en forme de cylindre afin de rappeler l'origine classique de cette discipline. Nous pourrions parler pendant des heures des différents types de casques, chaque modèle ayant ses partisans et ses détracteurs. Mais l'importance fondamentale de l'usage du casque ne fait, elle, aucun doute. Lorsque nous montons à cheval, nous ne devons jamais oublier notre casque, il en va de notre santé. La tendance naturelle chez un animal est de s'éloigner de ce qui le gêne, comme un mouvement de pression par exemple. Ainsi, si l'on cherche à le tirer en avant à l'aide d'une longe, le cheval tentera naturellement de tirer en arrière.
C'est donc un réflexe instinctif chez le cheval que de s'opposer à ces pressions. Et nous devrons alors, au cours du dressage, lui apprendre à accepter la traction, ou du moins s'approcher sans opposer de résistance. Il faut avant tout savoir que le cheval s'approchera seulement s'il ne ressent pas de peur. Il faudra pour ce faire avoir déjà travaillé avec lui, l'avoir nourri et abreuvé, ou bien simplement l'avoir caressé et brossé pour qu'il comprenne que l'homme ne représente pas un ennemi. S'il n'a plus peur de nous, nous pourrons alors travailler avec lui, en espérant qu'il suive l'appel de la longe sur le licol, pour le faire se déplacer d'un endroit à l'autre. Lorsque le cheval sent le licol sur sa tête avec une corde assez longue qui le tire pour lui demander d'avancer, il est possible qu'il tire lui-même en arrière ou se cabre sur ses postérieurs pour s'opposer à cette pression. Plus nous tirerons en avant ou sur les côtés, et plus violentes seront les réactions du cheval pour tenter de s'échapper. Une pression légère sera suivie d'une réaction modérée. En revanche, une action violente entraînera une réaction violente. Il est donc recommandé de stimuler le cheval avec persistance et avec douceur, plutôt que de vouloir le dominer par l'usage de la force, si l'on ne souhaite pas obtenir des réactions violentes. Pour leur apprendre à travailler à la longe, il faut que la muserolle du licol soit résistante et relativement constringente. Une muserolle plate ne fera pas l'affaire, car le cheval peut exercer sa force sans ressentir de gêne, et l'on se retrouvera toujours en situation d'infériorité face à sa puissance. En général, on utilise un licol avec une muserolle en métal, doublée d'une couche de cuir pour plus de confort. Elle est équipée de 2 anneaux qui produisent un effet de fermeture sur le nez. On fixera une longe à l'un de ces anneaux, de manière à pouvoir lâcher un peu de corde si nécessaire. Lorsque la corde tire et que le cheval n'avance pas, la chaîne se ferme et provoque une sensation désagréable chez le cheval, qui peut parfois le pousser à avancer. Au début, nous commencerons par exercer une pression sur les côtés, car il est plus facile de faire se déplacer un cheval sur les côtés plutôt qu'en avant. Au fur et à mesure que nous répéterons l'exercice, le cheval comprendra que pour éviter une sensation désagréable, il devra venir vers le dresseur au lieu de chercher à partir de l'autre côté. Avec un peu de patience, il commencera à s'avancer vers nous en voyant que nous nous déplaçons. Le cheval nous prouvera ainsi qu'il a compris la leçon. Si l'on souhaite que le cheval se mette à marcher avec entrain en avant, il faudra le placer dans un enclos circulaire et se servir d'une perche, d'ordinaire utilisée pour le travail avec le bétail. Nous resterons au centre de l'enclos, puis nous ferons marcher le cheval sur le bord, en le touchant très légèrement sur la partie postérieure à l'aide de la perche, et ce chaque fois qu'il ne respectera pas l'allure que nous lui avons demandée. Nous aurons besoin d'une bonne muserolle afin de freiner le cheval dans le cas où il serait trop effrayé par le contact de la perche, ou encore si l'on souhaite lui faire ralentir ses allures. Puis viendra le moment où le cheval se calmera et restera près de nous, sans trop avancer, naturellement et avec aisance. Il ne faut pas être trop exigeant avec un cheval, ni lui demander d'aller au-delà de ses possibilités. Il faut toujours se rappeler qu'un cheval qui s'amuse sans se fatiguer apprend bien plus rapidement.
Au début d'un exercice, tous les chevaux ont envie de réaliser ce qu'on leur demande. On s'attend à ce qu'à la fin de l'exercice, ils rentrent lentement au box, fatigués. Mais la plupart des chevaux regagnent leur box, leur écurie ou leur lieu de repos en se précipitant. On dit d'un cheval qu'il se précipite lorsque nous essayons de le faire avancer à un certain rythme et qu'il s'empresse, plus que nous ne le souhaitons. On voudrait qu'il marche, mais il trotte. Il se précipite. De même lorsque nous lui demandons le trot et qu'il se met à galoper. Nous dirons également d'un cheval qu'il se précipite lorsque nous souhaitons un galop rassemblé et rythmé et que le cheval exécute un galop allongé et léger. Chaque fois que le cavalier doit tirer sur les rênes pour modérer la vitesse d'un cheval et que cela n'a pas d'effet, on dira également que l'animal se précipite. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un cheval se précipite. L'impulsion naturelle, qui est un désir instinctif chez de nombreuses races. Elle permet aux chevaux de ressentir du plaisir lorsqu'ils se mettent en mouvement. Peut-être se sentent-ils libres de pouvoir trotter ou galoper lorsqu'ils évoluent ou travaillent en extérieur. L'impulsion artificielle s'obtient, elle, par l'usage d'éléments tels que l'éperon, la cravache ou d'autres instruments. Les chevaux comprennent que s'ils se portent en avant, ils ne seront pas punis. Il arrive parfois que cela se produise sans qu'on leur ait demandé. Les chevaux, voulant éviter une sanction, peut être déjà reçue. L'ennui causé par la répétition d'un exercice, au même endroit ou sur la même piste, peut provoquer chez le cheval un empressement à vouloir revenir en arrière ou cesser de pratiquer un exercice qui lui déplaît. Il sait au moins qu'au box, personne n'exigera rien de lui. La faim et l'heure des repas stimulent chez le cheval la production de salive et l'envie de manger. Si nous travaillons avec des chevaux à des moments où ils sont censés manger, il est possible qu'ils se pressent pour regagner plus vite leur mangeoire. L'appel d'autres chevaux avec lesquels ils cohabitent ou qu'ils connaissent depuis longtemps, ou bien qu'ils rencontrent sur la route et qu'ils leur transmettent l'instinct de groupe, ou encore l'appel de chevaux qui les font se sentir en sécurité et à l'aise, tout cela peut les pousser à accélérer le pas. L'insécurité, provoquée chez le cheval par un cavalier inexpérimenté qui cherche à guider son cheval avec des mouvements inadaptés et de mauvaises indications. L'agression qu'ils peuvent subir de la part du cavalier qui pense que le cheval est le seul responsable en cas d'erreur. Chacune de ces raisons peut être la cause d'un empressement. Un cheval qui se précipite ne se relâche ni ne se repose et dépense plus d'énergie que nécessaire. Un cheval qui résiste effectue deux courses, une contre la distance et l'autre contre son cavalier. Afin de contrôler un cheval qui se précipite, on a recours à un exercice sanction qui n'a rien de douloureux, mais qui est plutôt fastidieux. On le met en volte serrée, c'est-à-dire qu'on le fait travailler en rond dans un tout petit périmètre. On laissera d'abord le cheval évoluer à la vitesse qu'il souhaite en allongeant les rênes à l'intérieur d'un enclos circulaire. Il est probable que le cheval se précipite et se mette à galoper. Pour corriger ses allures, on prendra une rêne, la gauche en l'occurrence, et on le forcera à effectuer un petit cercle, ce qui l'obligera à diminuer sa vitesse. Il se peut que nous réussissions en l'obligeant seulement à faire un cercle, car il lui sera difficile de maintenir des allures rapides dans ces conditions. On utilisera une seule rêne pour lui faire démarrer le cercle et on laissera la rêne extérieure relâchée pour ne pas le freiner. Il doit pouvoir se déplacer avec rapidité, mais nous lui imposerons que ce soit dans le petit cercle. Lorsqu'il commencera à ralentir, nous le laisserons aller tout droit pour le récompenser en allongeant les rênes. Il éprouvera de nouveau l'envie de galoper et ne respectera plus les allures obtenues précédemment. Nous lui ferons donc effectuer un nouveau cercle. Il est possible qu'il commence alors à se sentir mal à l'aise pour avoir trop tourné en rond et qu'il se mette à ralentir. Nous pourrons alors, avec la jambe extérieure, l'obliger à accélérer pour qu'il ressente la sensation désagréable de vertige. Pour éviter d'être nous-mêmes pris de vertige,
il est conseillé de fixer un point précis, comme l'œil ou le nez du cheval. De cette manière, les effets des cercles sont moindres. Le cheval apprendra ainsi qu'à chaque fois qu'il se précipite, nous lui faisons effectuer des cercles qui le font se sentir mal, et qu'en revanche, lorsqu'il ralentit, nous relâchons les rênes, ce qui ne lui procure aucune gêne. Petit à petit, il comprendra qu'il vaut mieux ralentir et garder un rythme mesuré et relâché, plutôt que de s'empresser. Nous répéterons l'exercice tant que nous l'estimons nécessaire, et nous lui imposerons des cercles à chaque fois qu'il se précipite sans raison. Il est tout à fait normal d'attendre de notre cheval qu'il puisse maintenir des allures mesurées, sans même avoir à lui toucher la bouche avec les rênes. Dans ce cas-là, nous pourrons dire que le contrôle est quasiment parfait. Lorsque nous aurons obtenu des résultats satisfaisants dans l'enclos, nous ferons sortir l'animal. Avec un bon travail, nous obtiendrons des résultats assez rapidement, mais il faut répéter cet exercice formateur dans les jours qui suivent, chaque fois que cela paraît nécessaire. Lors des échéances suivantes, l'objectif sera donc de parvenir à mieux contrôler l'énergie de notre cheval afin d'obtenir de meilleurs résultats.